En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, Sud Radio. Je vous invite à porter un toast à notre futur maire. La vérité en face. Je voudrais parler à monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Patrick Roger. Hey, monsieur le maire, venez. Et on va parler évidemment à des maires, mais pas seulement également, à tous ceux qui font vivre les villes, les communes, les quartiers. Parce que bien souvent quand on parle des villes, on oublie de parler des quartiers. Or, c'est important les villes, les cœurs de ville, mais souvent les quartiers, c'est là où il y a des problèmes, où il n'y a plus forcément de commerce. C'est ce que nous allons voir dans cette émission, La vérité en face jusqu'à 10h. Alors, je me suis permis et je me suis invité ce matin ici, donc au stand des buralistes, avant Michel Barnier, qui doit venir tout à l'heure, le Premier ministre. Initialement, il était prévu qu'il passe dans l'après-midi. Finalement, il devrait passer ce matin, peut-être en fin de matinée, parce que évidemment, vous savez, il y a des menaces de neige, et donc certains maires se sont dit oh là là, il faut qu'on rentre chez nous avant que la neige ne tombe dans le Grand Nord, là-bas, en Normandie et puis à Paris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que l'agenda a été un petit peu bousculé. Nous allons voir ça en tout cas, et puis je vous dirai d'ailleurs si Michel Barnier passe tout à l'heure. Mais en dehors de Michel Barnier, moi ce qui m'intéresse c'est de vous entendre, vous bien sûr, vous qui faites vivre les villes, les communes, les départements bien sûr, les quartiers, et pour ça eh bien nous allons recevoir jusqu'à 10h dans La vérité en face sur Sud Radio, un représentant des commerçants tout à l'heure, un représentant des gens qui distribuent aussi la presse, les journaux, les magazines un petit peu sur tous les territoires. Évidemment la Confédération des buralistes avec Alain Clouet qui est le secrétaire général qui est avec nous, qui travaille avec Philippe Coy et tous les buralistes de France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici après les vraies voix qui étaient là hier soir entre 17h et 20h et qui avaient le premier maire de France, puisque David Lisnard était l'invité de Cécile de Minibus et Philippe David hier soir entre 17h et 20h. Nous aurons également tout à l'heure un représentant de la Fédération des trucs qui marchent. Ben oui, parce que on voit toutes les forcément en noir en disant rien ne fonctionne, rien ne marche. Ben non, mais il y a des trucs qui marchent et il y a une fédération qui s'est montée récemment et je recevrai là son cofondateur tout à l'heure. Et puis évidemment, puisqu'on est au Salon des maires, eh bien un maire également, Jérémy Gaillard, qui est maire de Caudreau en Gironde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici donc sur Sud Radio pour nous parler de ce que vous faites, parce que je me souviens que vous aviez décidé il y a quelques années, c'était il y a 2-3 ans, hein, c'est ça, de marcher à pied direction Paris, de partir effectivement de la Gironde pour alerter, pour dire regardez ce qui ne marche pas, vous de Paris vous ne voyez pas ce qui se fait sur le terrain et on a des préoccupations. C'est ça hein, quand vous êtes parti, quand vous avez démarré. C'était déjà l'idée de dire on a des difficultés dans l'exercice de nos mandats, ce qui pose des problématiques pour nos habitants parce que in fine c'est pour eux qu'on œuvre. Et l'idée c'était un peu d'alerter déjà là-dessus, c'était il y a maintenant 18 mois. Et effectivement, pour être honnête, depuis 18 mois, on peut pas dire que la situation se soit améliorée. Oui. Au niveau des communes, quoi, c'est ça, parce que évidemment, il faut faire des économies un peu partout, et c'est ce que l'on demande également. Hier, on parlait de 5 milliards, hein, c'est ça hein? Exactement, 5 milliards. Alors, on demande des économies aux communes, comme si on n'avait déjà pas fait un travail sur les dernières années de rationalisation de nos dépenses. Attendez, alors c'est vrai, Jérémy Gaillard, vous avez fait du boulot, vous avez amélioré les choses, certains maires, mais pas partout. Hein. Quand on discute avec... Non mais il faut être... Oui. On dit la vérité en face en fait ici. Et donc bien souvent, on se dit... Oui, on peut peut-être rationaliser les choses. Mais en même temps, c'est vrai, quand vous écoutez, vos administrés qui viennent vous avez 1200 habitants, hein, c'est ça. Les habitants, ils vous demandent aussi toujours plus, quoi. C'est-à-dire que vous leur dites, bon, il faut qu'on fasse un peu d'économie, là, peut-être que on change les plantes, on en met un petit peu moins et où on coupe la lumière, en fait, la nuit. Mais dans le même temps, ils viennent vous demander d'en faire plus, quoi. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on nous demande toujours d'en faire plus avec moins de moyens et qu'à un moment, l'équation, elle devient impossible à gérer et elle devient insoluble pour nous. Donc effectivement, on est obligé de faire des choix.
des choix sur lesquels parfois c'est les conséquences de décisions qu'on n'a pas prises, qui sont liées à l'État, à plein d'autres choses. Et nous, on se cache pas dans nos communes. Donc, comme vous dites, on est toujours au contact, on est en proximité, donc on doit toujours répondre. Oui, et c'est vrai. Et vous le racontez. C'est pour ça aussi que vous êtes invité ce matin avec nous, parce que vous avez écrit un petit livre aux éditions Kern. Ne m'empêchez pas d'être maire, où vous résumez justement tout ça, toute cette vie aussi de maire, où parfois un samedi soir à minuit vous avez un coup de téléphone parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a des bêtes qui sont sur la route, voilà, pour tout ce genre de problème, quoi, hein. Exactement, on est là pour ça, hein. C'est-à-dire qu'on sait un maire est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait ce choix-là, et effectivement le livre, on raconte toutes ces anecdotes et toutes ces situations originales et ubuesques qu'on rencontre pendant les 6 ans de mandat. Oui, c'est ça. Et Jérémy Gaillard, où se passe la vie? Vous, c'est une petite commune. Où est-ce qu'elle a lieu, la vie? Où est-ce que les gens se rencontrent dans une petite commune? Pas forcément à la mairie, quoi, hein, sauf quand il y a un conseil municipal qui est un petit peu animé, quoi. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait, parce que la difficulté qu'on a dans nos communes, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des stratégies de développement du territoire qui font que l'emploi ne se fait plus dans nos communes rurales. Les centres de vie se font à l'extérieur, avec des problématiques de mobilité. Donc, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des interactions humaines au sein de nos villages. Donc, nous, on travaille sur des espaces publics, sur des moments, sur des animations. Mais c'est vrai que cette vie dense des villages telle qu'elle a été connue il y a plusieurs décennies, c'est aujourd'hui plus de la nostalgie qu'une réalité. Mais ça se passe encore aussi quand même. Parfois c'est le tabac, café presse en fait du et c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, nous on s'appuie sur des commerces et presque j'ai envie de dire les lieux de vie les plus denses dans nos communes, c'est la caisse du supermarché, c'est la brasserie du coin, c'est le bar, c'est là où la vie continue de se faire. Ouais, Alain Clouet, justement, vous êtes là pour défendre un petit peu, parce que les buralistes, bien souvent, il y a de multiples activités, hein, c'est ce que vous allez nous dire aujourd'hui chez les buralistes. Le dernier lieu où on se rencontre en dehors de la caisse du petit supermarché en fait du coin, qui est bien souvent au chef-lieu de canton, hein. Oui, alors déjà avant de démarrer sur ce sujet, je tiens juste à dire que moi je fais partie d'un département très rural, et la ruralité ça me parle. Dans l'Orne, département très rural. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur et à défendre. Défendre parce que la ruralité, souvent on trouve le dernier commerce qui est le tabac, associé avec un bar, avec différentes activités autour. Mais c'est ce qui permet encore de garder un lieu de vie. Et ce lieu de vie, si on le supprime, si on l'a plus, c'est fini. Pour avoir après des commerces à revenir, c'est mission impossible. Donc avant de les voir disparaître, il faut les maintenir. Oui, mais alors vous parlez, c'est vrai, du milieu rural, des petites, mais ce n'est pas que là. Je pense qu'en fait, bien souvent, on a fait erreur, parce que vous allez dans les quartiers autour des cœurs de ville, parce qu'on parle dans les cœurs de ville où il peut y avoir des commerces, autour. Il n'y a plus rien, et bien souvent le dernier commerce c'est un buraliste, et il vend la presse et il rend quelques services aux habitants du coin. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est du quotidien qu'on apporte avec les différents secteurs d'activité que l'on a, mais c'est ce qui permet de maintenir cette vie, puisque au quotidien, quand on a de la presse, bien sûr les gens viennent acheter cette presse au quotidien, après les produits bien sûr dérivés autour de tout ce que l'on fait, mais c'est très divers et varié. Alors, il faut dire les choses. Cette émission, c'est la vérité en face. Depuis quelques années, on vend moins de tabac. Vous en vendez moins. Effectivement. D'autant qu'en plus, il y a évidemment le trafic de contrebande autour. Oui. Comment vous faites pour préserver, pour sauver vos commerces? Alors aujourd'hui, c'est toujours notre cœur d'ADN, hein. Notre tabac, bien sûr, on va pas le renier, c'est toujours ce qui nous fait vivre. Même s'il ne faut pas en abuser. Mais par contre, voilà. Par contre, autour de notre monopole du tabac, c'est justement tous ces services qu'on y greffe. Qu'on y greffe parce que aujourd'hui, on sait très bien que en général, les tabacs sont ouverts très largement dans l'amplitude horaire par jour. Ah bah ça ouvre à 7h, 7h30 le matin, et ça termine, ça ferme à 20h, quoi. Complètement. Même plus tard. On a des moyennes entre 10 et 12 heures d'amplitude horaire par jour chez les collègues. 14-15 heures, on me disait. Voire 14-15 heures, bien sûr. Pour ma part, c'est 14 heures. 14 heures, quoi. Et donc,
donc dans ce laps de temps, vous pouvez proposer des services, quoi. Et donc, bien sûr, c'est tous ces produits aujourd'hui et services que nous apportons donc par le biais de la Confédération auprès de nos collègues buralistes qui sont là pour apporter justement tous ces services. Ces services, alors on peut les énumérer. Hein. Bah oui, quelques-uns en fait. Alors quelques-uns que vous faites déjà depuis longtemps et puis quelques-uns que vous voudriez faire aussi peut-être demain. Alors les services qu'on fait depuis longtemps, c'est avec des partenaires tels que la Française des Jeux, le PMU. Ouais. Ça, c'est des services qu'on fait depuis très longtemps. La presse, bien sûr. Mais nous avons apporté des solutions comme une solution bancaire avec le compte nickel. Nous avons apporté le service de la DGFiP pour l'encaissement, bien sûr, de tout ce qui est impôts, factures de cantine, d'hôpitaux et tout ça. Nous avons développé depuis aussi des services avec du snacking, apporter des vraies solutions donc de repas pour nos clients. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble. Des points argent là maintenant aussi. Il y a d'ailleurs sur votre stand ici, tout à fait, des distributeurs, quoi, parce que de billets. Parfois il n'y a plus de. Il n'y a plus de DAB, il n'y a plus de banque aujourd'hui dans des petits villages qui sont de 1000 à 2000 habitants. Le secteur bancaire a désertifié tout ce milieu-là, et aujourd'hui nous apportons une offre aujourd'hui avec WeCash, et c'est un partenariat que nous faisons avec l'OMIS pour pouvoir répondre aujourd'hui à ce besoin. Oui, Jérémy Gaillard, vous avez entendu, hein, donc Alain Clouet, buraliste, lui, sur tous ces services qui vous sont essentiel pour maintenir de l'activité et rendre des services à vos habitants, quoi. Alors exactement, je me retrouve complètement dans le discours qui est tenu, puisque je salue monsieur et madame Verret qui sont effectivement nos buralistes de Caudreau et qui nous aident effectivement. On n'a pas de distributeur automatique et on a une poste qui effectivement revient à la charge pour nous fermer le bureau de poste. Donc nous on bénéficie effectivement de buralistes. Aujourd'hui vous voulez faire un retrait, vous allez chez le buraliste, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Demain il y aura sans doute d'autres besoins. Il y a une diversification qui est nécessaire, on le voit bien par rapport à ce que vous expliquez, la presse, le tabac, mais ça c'est devenu des lieux essentiels, parce qu'il y a des gens, c'est presque le seul contact humain qu'ils vont avoir dans la journée, c'est au quotidien, le matin, je vais aller voir mon buraliste, parce qu'il y a aussi, on parle pas, mais les pains les chocolatines, les croissants, il y a une diversification qui se fait, donc ça devient un commerce un multi-service. Exactement, et nous, comme vous dites, dans des communes, parfois c'est le dernier, et heureusement qu'il est là, donc je les salue. Et effectivement, là, ce que vous dites par rapport à la Poste, on a été quand même dans les années 2005 à créer des relais postes. Quand la Poste du village fermait, eh bien, on pouvait mettre un partenariat en place avec la Poste de façon à maintenir ce service postal aujourd'hui chez nos collègues. Allez, vous allez en parler dans un instant. Juste un dernier mot, Jérémy Gaillard, parce que je vous conseille, vous auditeurs, ce livre de témoignages. Ne m'empêchez pas d'être maire. Alors que l'on demande aux mairies de faire des économies, vous dites comme un cri du cœur, arrêtez aussi de nous surcharger de problèmes administratifs, de millefeuilles, etc., d'intercommunalité, etc., alors qu'on avait déjà des choses qui fonctionnaient auparavant, comme par exemple les CIVOM, où on se regroupait entre communes, quoi. Ce message à Michel Barnier qui viendra tout à l'heure. L'idée, c'est effectivement, simplifions les choses. Simplifions, arrêtons d'être obligés de demander de l'argent pour l'avoir. Si donnons-nous-le directement, on ne sera que plus efficace et réactif, et arrêtons cette problématique française qui est la compression réglementaire qui nous rajoute qui met toujours plus d'obstacles pour sortir nos projets. Mon livre, c'est Ne m'empêchez pas d'être maire, et je dis souvent, c'est Ne m'empêchez pas d'être un maire efficace. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas d'être passé ce matin ici au Salon des maires, la Confédération des buralistes. On poursuit dans un instant et on va voir que il y avait quand même une note d'espoir, pas de désespoir chez vous. Il y a des trucs qui marchent. Il y a une fédération des trucs qui marchent qui s'est mise en place. On en parle dans un instant sur Sud Radio, La Vérité en face, jusqu'à 10h. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face pour parler de la France du coin de la rue. J'ai appelé cette émission ainsi parce que c'est véritablement ça. C'est la France du coin de la rue, que l'on soit évidemment dans une petite commune, dans un village, dans un bourg, mais que l'on soit également dans une ville, en cœur de ville ou dans un quartier périphérique. Nous sommes donc au Salon des maires sur le stand des buralistes. Je le disais en commençant cette émission, souvent le buraliste c'est le dernier relais
relais, le dernier maillon dans une commune. Alors parfois il est multiservice. Alain Clouet qui est avec nous, secrétaire général de la Confédération des buralistes, nous le rappelait. Souvent on les associe, c'est le tabac, presse, café, bien souvent, et un petit peu d'épicerie. Alors ça c'est valable. C'était le modèle en milieu rural. Ça c'est beaucoup développé aussi dans les quartiers pour maintenir une activité. On va en reparler. Et puis un peu partout sur le territoire, même s'il y a du pessimisme, il y a quand même des choses qui marchent. Résultat, il y a une fédération qui s'est montée, la Fédération française des trucs qui marchent. Bonjour Raphaël Rueger. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est venu d'où cette idée de la Fédération française des trucs qui marchent alors? J'ai été élu à 19 ans dans mon village de Neuvy-sur-Barangeon, dans le département du Cher. Ouais. Et quand on devient élu, on se retrouve face à des c'est compliqué, c'est pas facile, on sait pas faire. Ouais. Et pourtant, il y a des choses qui se font en France, et heureusement. Et donc, avec mes patrons de l'époque, les Grégoire et Christophe, on s'est dit qu'on avait envie d'aller chercher de l'optimisme, d'aller chercher des trucs qui marchent. Et Grégoire a eu ce nom, la Fédération française des trucs qui marchent. Et donc je me suis mis sur les routes de France. Dès la première année, en 2022, j'ai rencontré une centaine d'élus en allant à leur rencontre dans leur commune pour qu'ils m'en parlent. Ouais, et pour recenser des actions qui sont plutôt exemplaires et qui marchent et que l'on pourrait dupliquer ailleurs, quoi. Exactement. Alors citez-nous quelques exemples. J'en ai vu en fait beaucoup dans la sélection que vous avez fait et que vous présentez ici au Salon des maires, quoi. Un truc qui marche déjà, c'est quoi? C'est 3 critères très simples. 1, c'est local et c'est porté par un élu. 2, ça marche et on va chercher les preuves sur le terrain. Et 3, c'est duplicable. Et ça, c'est intéressant. Comme par exemple un cabinet modulaire de médecins dans la Creuse, quoi. Tout à fait. Agen, Agen dans la Creuse, AJAIN, qui n'avait plus de médecin, le maire était désespéré. Et il avait d'ailleurs fait une promesse. Il avait dit, tant que les habitants n'auront pas de médecin, moi j'en aurai pas non plus. Il a rencontré Martial Jardel, un jeune médecin qui parcourait déjà les routes de France et qui allait pendant ses vacances faire des consultations dans des déserts médicaux. Il a dit, on peut demander peu à beaucoup, et donc on va faire venir des médecins une semaine chacun à leur tour. Et en quelques semaines, ils avaient rempli le calendrier de l'année à Agen, dans effectivement un cabinet modulaire, mais à Agen, ça va passer en dur. Ce qui est très intéressant, c'est que des gens ont retrouvé un suivi médical, et surtout ça se duplique. Donc maintenant, il y a 6 communes qui sont dotées de médecins solidaires en France. Oui, et ce qui est intéressant, vous allez voir Alain Clouet, il y a des choses qui sont positives et à retenir, c'est que vous essayez d'impliquer les citoyens. Pour que localement ils donnent un petit peu de temps à leur commune ou à leurs voisins. J'ai vu des exemples comme donner 1 heure par mois pour aider sa commune ou son voisin, monter une journée un petit peu citoyenne aussi dans sa ville, quoi. Exactement, je crois qu'il faut réconcilier les Français avec l'engagement local, les réconcilier aussi avec la politique en montrant que la politique locale, c'est pas ce qu'on voit sur les plateaux télé, les chaînes d'infos en continu, c'est quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus proche des gens. Et donner 1 heure de son temps, c'est l'exemple de l'heure civique, créé par Athanase Périfan, que je salue, qui est élu dans le 17e arrondissement, et ça se duplique de Paris, comme quoi, évidemment, ça concerne tous les territoires, quoi. Ah, mais les trucs qui marchent, il y en a partout. Ça peut être à Paris, comme vous nous avez cité la Creuse, comme ça peut être aussi dans l'Essonne, comme c'est en Gironde, un peu partout, quoi. Exactement. Je veux dire, les trucs qui marchent, c'est pas l'apanage des petites communes, c'est pas l'apanage des grandes villes non plus. Il y en a toutes thématiques confondues et c'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, il faut arrêter d'opposer ville et campagne. C'est créer des divisions inutiles. Oui. D'autant que ce sont souvent les mêmes problématiques. Ce que je disais, Alain Clouet, les buralistes, parfois, évidemment, il peut y avoir des fermetures où c'est le dernier commerce où l'on cause, où l'on se retrouve au cœur d'une commune, mais ça peut être aussi dans un quartier à la périphérie un petit peu de la ville, quoi. Mais complètement, ce n'est pas que la ruralité. Effectivement, on trouve dans certains quartiers en milieu urbain où il y a toujours besoin de ce contact. Et ce contact, il est opéré bien sûr par des collègues qui apportent de la vie dans les quartiers, bien sûr. Oui, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec l'un de vos collègues qui a monté des soirées un
peu à thème pour essayer de réunir un petit peu les uns et les autres de sa commune et même des communes environnantes pour que ça vive, quoi, en fait. Bien sûr, nous avons des collègues qui redoublent d'ingéniosité et toujours d'idées qui sont toujours bonnes à prendre, et ça sert comme exemple. C'est ça qui est bien. Oui, Raphaël Rueger. J'ai vu par exemple à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne, les plus de 60 ans ont leur restaurant communal. Comment ça fonctionne, ça? Gif-sur-Yvette, c'est une commune de 20 000 habitants environ. Oui, qui est pas très pauvre, hein, ça fonctionne plutôt bien là-bas. Non, ça va bien, et pourtant il y a quand même besoin d'espace où on se réunit, et notamment pour les seniors, et c'est extraordinaire. Il y a 3 personnes, des employés de mairie, qui gèrent d'une main de maître le restaurant du parc, ou si vous êtes donc senior, vous pouvez venir pour 10 euros et quelques, venir manger au restaurant du parc, amener aussi vos petits-enfants, retrouver votre famille, retrouver vos amis. Alors souvent le repas il se prolonge un petit peu avec une belote, avec des activités, et c'est un point de contact aussi convivial et informel entre ces seniors et la municipalité pour aller explorer aussi d'autres choses. Oui, complètement. Alain Clouet, d'ailleurs ça va dans le sens de ce que vous essayez de faire avec Philippe Coy, le patron de la Confédération des buralistes, c'est de passer des partenariats avec les associations de maires, mais également beaucoup d'autres activités, quoi. Bien sûr. Nous avons déjà depuis 2022 fait un partenariat avec la FNSEA et le groupe Monde Rural. Nous sommes signataires d'un manifeste justement pour apporter nos idées. Et donc c'est un ensemble d'acteurs qui ont signé ce manifeste avec le GMR pour justement que chacun apporte ses idées. Un peu, je rejoins un petit peu les trucs qui marchent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas rester seul dans son coin et avoir des idées. Il faut les partager, ces idées. Et je pense qu'en les partageant, on peut arriver à faire de très très grandes choses. Et hier, c'est une volonté qui nous tenait à cœur depuis longtemps, c'est que on avait signé auparavant une convention avec l'AMF. Et bien hier, on a signé une convention avec l'AMRF, parce que là aussi, il faut être. L'AMRF, on précise pour les auditeurs. Donc c'est l'association des maires ruraux de France. Et donc nous avons, enfin c'est moi qui étais en charge de je dirais ce travail, mais nous avons depuis pas mal de mois travaillé avec le président Michel Fournier et son vice-président Louis Potrel, et en fait, quand on a échangé, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on parlait de la même langue, quoi. On parlait des mêmes problématiques. Donc les mêmes problématiques, eh bien, il faut les mettre associés pour justement avoir des choses qui soient concrètes. Parmi les problématiques, et bien souvent localement aussi, donc c'est le besoin de solidarité, de fraternité entre, et puis de faire face aux problèmes ensemble. Et je sais, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, il y a le problème aussi de l'insécurité, hein, bien sûr. Il y a par exemple, l'association, elle n'est pas chez vous, mais des voisins vigilants qui existent, hein, Raphaël Rueger. Ça ressort également de ce que vous avez pu voir en sillonnant la France. Le principe de solidarité, les maires, vous savez, ils disent souvent que liberté, égalité, mais ils parlent surtout de la fraternité. Et ramener de la fraternité dans nos villes, lutter contre l'isolement, lutter contre la violence, lutter contre le sectarisme, c'est quelque chose d'essentiel. On a besoin de recréer des liens là où tout le monde cherche à diviser. Et il y a des représentants politiques qui font campagne là-dessus, sur les divisions. Nous, on a besoin d'union, et c'est ce qu'on promeut au travers de nos initiatives. Oui, Alain Clouet, un dernier mot. D'ailleurs, c'est l'un de vos combats, alors évidemment de se rassembler, de s'unir et de faire face aux défis, et ils sont nombreux, on continuera d'en parler tout à l'heure, et notamment aussi sur ces questions d'insécurité et puis de trafic de contrebande que j'évoquais effectivement tout à l'heure. Hein. Alors effectivement, oui, les sujets sont nombreux. Sur l'insécurité, c'est quelque chose qu'on vit quasiment au quotidien. On a malheureusement... Il n'y a pas un matin où moi je parcours beaucoup toute la presse régionale où je vois qu'il y a un bureau de tabac qui a été attaqué dans la nuit, évidemment, pour aller chercher les stocks, quoi. Malheureusement, oui. Tout simplement parce qu'on est devenu aujourd'hui une cible. Une cible aujourd'hui, bien sûr, avec l'ensemble des activités que nous faisons, nous avons bien sûr des mouvements financiers dans nos établissements qui, aujourd'hui, malheureusement, intéressent, je dirais, des gens qui ont envie, je dirais, de nous braquer et ainsi de suite. Oui, bien sûr.
Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est bien présent, mais on va pas en rester là, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a cette crainte, ce risque, qu'on va baisser les bras. Bien sûr qu'aujourd'hui on a des dispositifs pour nous sécuriser dans nos établissements. On fait le maximum pour justement avec les forces de l'ordre de pouvoir être accompagnés sur le terrain et encadrés par les forces de l'ordre pour nous apporter justement cette sécurité. Merci Alain Clouet, merci donc aussi à vous Raphaël Rueger, la Fédération française des trucs qui marchent. On en parlera encore évidemment sur Sud Radio parce que Sud Radio, nous sommes, je le rappelle, la radio du dernier kilomètre, la radio près de chez vous, de proximité. On vous donne la parole. Merci d'être passé ce matin ici au Salon des maires, à la Confédération des buralistes. Nous poursuivons dans un instant avec de nouvelles initiatives justement, à la fois des buralistes et puis aussi de la presse. C'est souvent aussi l'un des derniers lieux pour pouvoir se rencontrer et avoir un accès, même si aujourd'hui il y a Internet, mais avoir un accès à cette presse et à la vente de livres. On en parle dans un instant sur Sud Radio. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, 9h-10h Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Au Salon des maires, donc la France du coin de la rue, c'est ce que nous voyons depuis 9h ce matin jusqu'à 10h, la vérité en face pour se dire les choses autour des commerces et des lieux de vie, dans les villes, dans les villages, dans les bourgs. C'est compliqué hein, évidemment, ça fait des années que les buralistes se battent pour avoir beaucoup de choses, etc. Mais c'est compliqué, il y en a certains parfois qui me disent ouais, c'est la dernière génération, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera plus, il faut quand même garder le moral. Et c'est un peu la même chose aussi sur la distribution des journaux, la presse. C'est pour ça que Denis Menet nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Culture Presse, c'est le réseau des diffuseurs de journaux, hein, de presse sur tout le territoire. On va voir ça avec vous. Et Frédéric Roland qui m'a rejoint, qui est buraliste lui aussi, dans le Doubs, commune de Fain, c'est ça, Les Fins. Les Fins, c'est ça, c'est dans le Doubs, du côté, donc pas très loin de la frontière suisse. Et vous, pour essayer de garder attractif bien votre commerce, vous avez décidé d'organiser des soirées à thème. Racontez-nous ça, parce que quand on se dit soirée à thème, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans votre bureau de tabac alors? Alors je gère Parlez bien près du micro. Hein. Je gère le Celtic Café Les Fins à côté de Morteau, la saucisse, pour ceux qui connaissent. Et donc il a fallu se réinventer dès que j'ai repris le bureau de tabac, c'est d'organiser des soirées. Hein, on travaille très tard le soir, très tôt le matin, très tard le soir. Et il fallait organiser ces soirées pour maintenir les jeunes dans notre village. Donc on fait des grosses animations, karaoké, concerts, et puis des soirées à thème où c'est qu'on propose de la petite restauration et puis on maintient les jeunes. Et ça permet de boucler entre guillemets vos fins de mois, de maintenir le commerce en activité, parce que qu'est-ce que vous vendez uniquement du tabac ou vous avez d'autres activités dans votre commerce quoi? J'ai fait toutes les activités qu'on a pu faire et que la Confédération a proposé, et le développement d'un bureau de tabac ces 20 dernières années. Je fais tout, j'ai une partie qui est tabac, c'est qu'on fait le tabac, la presse, le retrait d'argent, le compte nickel, les colis, et puis j'ai ma partie bar où c'est que dès le matin on commence les cafés à la première heure, hein, j'ouvre à 6h30 du matin, donc les cafés, les croissants, et puis tout au long de la journée on a de multiples générations qui passent, les commerçants, les commerciaux, les artisans. Vous, c'est une commune de combien d'habitants? Environ 3000 habitants. 3000 habitants. 3000 habitants, il y a encore de l'activité quand même, tout de même, non? Il y a de l'activité, il y a du passage devant notre établissement. Il faut juste capter ce passage et faire rentrer le monde dans nos établissements. On cherche le flux client maintenant. Et je pense que quand on a gagné ça, on arrive à maintenir nos commerces ouverts et en activité. D'où les fameuses aussi soirées pour essayer d'amener... Alors c'est un autre public qui rentre chez vous peut-être à cette occasion, pas un public qui vient acheter son paquet de tabac ou d'autres services.
commerce, quoi. Ah, c'est complètement un autre public. Hein. Dans une journée, il faut se transformer à chaque fois. Quand on retrouve nos jeunes qui viennent faire la fête, hein, sortis du match de foot ou de l'entraînement de foot ou la chorale qui est là et qui est présente pour maintenir le petit commerce et qui vient à l'apéro après la répétition. Ouais. Donc on est là, on les accueille, on est là pour les... Et Frédéric Rolland, avec toutes ces activités, est-ce que vous dites que vous allez pouvoir vous maintenir et continuer de vivre quand même? Alors je l'espère. Oui. Un tel travail tout au cours d'une année, d'une vie, j'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Je fais tout pour le faire, je crois en mon métier. Vous avez des employés ou pas? On a 3 employés. 3 employés, je travaille avec mon épouse. Oui. Et vous allez pouvoir vous en sortir donc, parce que ça reste quand même difficile. Quel est le défi que vous rencontrez? Souvent, moi quand je discute avec des buralistes, ils me disent oui, c'est la contrebande, c'est le tabac au noir qui se vend un petit peu partout, d'autres activités aussi qui peuvent nous échapper. Il y a eu le développement effectivement de la vape et certains commerces nouveaux qui se sont ouverts. Il y a les activités du PMU qu'on n'arrive pas toujours à avoir. Quel est le défi pour vous? Le défi, c'est, comme je le disais, garder vraiment nos clients du village dans notre établissement. Qu'ils continuent à venir, à croire en nous et à faire tourner ce commerce qui est un des derniers commerces de notre village. Donc il faut le préserver pour que moi, mon chiffre d'affaires rentre, que je puisse payer mes employés et puis que ça puisse perdurer encore quelques années. Et parce que vous n'êtes pas très loin de la Suisse et puis de l'Allemagne aussi, un petit peu à côté. Il y a du trafic il y a de la contrebande sur le tabac, comme partout d'ailleurs. Le trafic transfrontalier, hein, on est vraiment, on a ce fléau là avec la Suisse où c'est qu'on est à 3 € de moins en Suisse sur un paquet de cigarettes. Donc et un monde frontalier également. Donc tous nos clients qui vont travailler en Suisse peuvent ramener très facilement le tabac chez nous, et donc c'est toutes les affaires que nous on ne fait pas dans nos établissements. Donc il faut garder. Bon, on voit donc il y a une volonté d'un dynamisme. Ça passe aussi par la vente, Denis Menet, des journaux, parce que même chose, il y a des points de vente parfois indépendants de la presse et puis des points de vente qui se sont associés à par exemple à des buralistes, à des cafés, quoi. Hein. Oui, effectivement, on s'aperçoit. Bon, le réseau presse au niveau national représente à peu près 20 000 points de vente. 20 000 points de vente. 20 000 points de vente. Dans ces 20 000 points de vente, il y a à peu près 60%, je dirais, qui sont des points de vente mixtes, c'est-à-dire qui font presse et tabac. Donc les difficultés qu'on vient d'évoquer existent également sur ces points de vente-là. Mais nous, de notre côté, si on s'attache de manière plus proche sur l'activité presse seule, on a connu des difficultés les années passées du fait de l'explosion du réseau de distribution avec la dissolution de Prestalis. Il y a une refonte complète de la législation au niveau de la presse qui s'est mise en place depuis 4-5 ans maintenant. Nous, on s'en sort. On s'en sort maintenant de toute cette évolution-là et on arrive à... Comment vous vous en sortez? Parce qu'on lit de moins en moins quand même les journaux, globalement, non? Je sais pas. Non. Quand je vois mes confrères de la presse quotidienne régionale, ils me disent que c'est très difficile, quoi. Non, mais c'est vrai, vous avez raison en ce qui concerne la PQR. La PQR souffre. C'est clair. Énormément. Alors la PQR souffre. Mais il n'y a pas que la PQR ou la PQN, je dirais. La PQN, c'est la presse quotidienne nationale. Il y a tout l'ensemble des parutions, des publications de presse. Et les thématiques, les magazines. Les magazines. On a à peu près 2800, 2900 titres différents de magazines qui sortent régulièrement. Si on prend les chiffres d'activité sur les premiers mois de l'année, donc jusqu'à fin septembre 2024, on est à l'équilibre. Ce qui ne s'est pas produit depuis plusieurs années. Et est-ce que, alors quand vous êtes un point presse indépendant, hein, c'est-à-dire pas rattaché par exemple à un buraliste ou à un café, une autre activité, est-ce que vous mettez quand même vous-même aussi d'autres activités pour essayer de vous développer et de vous maintenir? C'est indispensable. Qu'est-ce que vous faites? Le snacking aussi, quoi? Non, ça dépend. C'est indispensable. Je l'ai vu alors. Vous l'avez vu. Ça fait pas. C'est indispensable la diversification. On peut pas rester uniquement sur un seul modèle de presse seule ou tabac presse ou tabac seul. On sait qu'on c'est pas vivable. Donc ça fait plusieurs années également qu'on essaie tous de se diversifier. Alors les grosses diversifications dans nos activités sont des diversifications naturelles entre guillemets. Qu'est-ce qu'on y trouve? La Française des Jeux, la librairie, la papeterie, la bableterie, les relais
colis, un peu de vape également. Ouais. Même si on fait pas, moi personnellement, je fais pas tabac, mais je vends un peu de produits de vape. Donc, et c'est en se diversifiant de cette façon-là qu'on essaye de tenir, qu'on arrive à maintenir. Parce que notre problème, c'est la fréquentation. Oui, c'est comme ce qu'évoquait à l'instant Frédéric Roland. Il faut faire venir les clients, les faire rentrer à l'intérieur, quoi. Bien sûr, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une alliance à faire entre vous, là, le monde des distributeurs de la presse et puis les buralistes avec l'ensemble de vos activités? Une alliance, je sais pas, mais je pense qu'il y a un rapprochement qui est nécessaire et qui est en cours. Oui. On a au niveau de Culture Presse, donc l'organisme représentatif du secteur de la presse, a été présent cette année pour la première fois au congrès donc des buralistes à Los Angeles Expo. Et on s'est aperçu que le fait d'être là, ça a permis de communiquer avec eux et de faire découvrir des choses, des aspects peut-être mal connus ou méconnus de notre activité. On est dans le même bateau entre guillemets. Et comme Philippe Coy l'avait dit il y a quelque temps, entre nous il y a peut-être l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette, alors, je ne sais pas. Épaisseur aussi de plusieurs magazines parce qu'il faut avoir de la place pour mettre tous les titres aussi, non Frédéric Roland, non? C'est vrai que dans nos magasins, on avait à un moment donné un peu été inondé dans des titres qui se vendaient un peu moins. Mais aujourd'hui, on arrive à retrouver une cohésion pour que ce qui se vend dans nos magasins, une sélection de ce qui peut se vendre dans nos magasins, peut-être au fin je vendrai plus de la presse de la presse et dans l'autre village on vendra pas ce que moi je vends au fin. Et donc on arrive à faire des sélections et à vraiment vendre des produits qui sont qualitatifs chez nous. Allez, on va continuer oui, un dernier mot, Denis Menet. C'est le résultat, je dirais, d'un travail qui a été fait depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était débordé par la quantité de presse. Maintenant, on arrive à réguler les quantités et à avoir les bons titres au bon moment, au bon endroit et en bonne quantité. Et ça aide tout le réseau. Parce que il y a de gros efforts également qui ont été faits par les éditeurs pour monter en qualité au niveau de la presse. On a de plus en plus de titres de presse de haut de gamme, peut-être qui touchent une clientèle plus réduite, mais qui est là. Mais qui est là et qui réclame. Non, mais moi je pense évidemment qu'on continuera d'avoir une presse de niche spécialisée, bien sûr, et qu'on ira acheter en fait cette presse. En revanche, une presse plus généraliste, là c'est difficile. Et on le voit évidemment. Moi j'ai des choses, la presse quotidienne régionale, et j'ai un grand patron d'un journal il y a quelques jours qui me disait, tu vois, on a 3 pages d'obsèques chaque jour, évidemment, dans notre journal. Eh bien, ce sont des lecteurs en moins et on a du mal à en gagner. Allez, la vérité en face, on se dit les choses sur Sud Radio. Nous poursuivons jusqu'à 10h, ici, au Salon des Maires. J'attends toujours Michel Barnier. S'il passe, Michel Barnier, il est le bienvenu ici à la Confédération des buralistes. Je rappellerai d'ailleurs que c'est le premier politique que j'ai interviewé il y a une quarantaine d'années. Il le sait. Très bien. Allez, Sud Radio continue, la vérité en face, ici, au Salon des Maires. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, ici, au Salon des Maires, à la Confédération des buralistes. Vous le savez, Sud Radio, c'est la radio du dernier kilomètre, la radio de proximité. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, parce que l'on parle de ce que vous vivez chez vous, c'est-à-dire dans les communes, dans les bourgs, en milieu rural, en milieu urbain également, dans les cœurs de ville, mais également dans les quartiers. Et le dernier lieu, bien souvent, où l'on se parle, eh bien, c'est dans un commerce. Alors souvent, chez le buraliste qui fait tabac, presse, enfin on l'a vu, ou qui essaie de réunir beaucoup d'activités. Philippe Coy nous a rejoint, le président de la Confédération des buralistes. Vous avez entendu déjà plusieurs de ses collègues tout à l'heure. Bonjour Philippe Coy. Bonjour. Et il y a également Anthony Valentini qui représente la CCI pour les CCI en France. Bonjour. Bonjour. Pour les trophées des commerçants que vous êtes en train d'organiser. Dites-nous de quoi il s'agit alors. Tout à fait, on est en train de refondre un dispositif qui existait depuis longtemps, depuis une 50aine d'années.
On a souhaité mettre l'accent cette année à venir là sur le commerce, l'économie de proximité, toutes les valeurs qui sont véhiculées par cette économie de proximité qui est fondamentale, indispensable et pour le lien social, et pour l'économie, et pour la solidarité entre les personnes sur les territoires. Et donc on a décidé de mettre les commerces à l'honneur avec un grand challenge, un grand concours, où tous les commerçants qui ont des projets sur l'entrepreneuriat, qui ont des initiatives remarquables en matière de qualité, en matière de performance, en matière de performance environnementale, vont pouvoir faire valoir leur réalisation. Il y aura une finale départementale, les meilleurs dossiers vont remonter à l'échelon régional, et les meilleurs dossiers régionaux monteront à l'échelle nationale pour être célébrés. Ça concerne tous les commerces, ça va de la boucherie au petit magasin Casino. Je voyais Casino qui est juste derrière nous tous les commerces. Les activités commerciales sont invitées et les buralistes évidemment sont invités à concourir. Donc ça c'est une première composante. Et le réseau des chambres de commerce et d'industrie a souhaité mettre l'accent aussi sur une autre dimension que sont les associations de commerçants. Et les associations de commerçants qui mènent des projets collectifs vont pouvoir également concourir parce qu'on a besoin de dynamique collective aujourd'hui pour réussir. Oui, et c'est l'un des sujets majeurs, c'est comment réussir à garder en fait ces commerces, quoi. On le voit, il y a quand même eu des fermetures ces dernières années, bien souvent dans les cœurs de villes ou de villages, de villes moyennes. Des commerces sont fermés, ont été remplacés par d'autres, mais qui étaient des banques, des assurances, des agences immobilières. Ça tourne. Aujourd'hui, il y a comme ça un peu des phénomènes ou des tendances, pas de certains nouveaux commerçants. Mais c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de conserver un commerce de proximité, et pour qu'il soit là, il faut qu'il soit performant et viable économiquement. Et comme il est au cœur d'un certain nombre de mutations sur la transformation digitale, la performance environnementale, il leur faut des acteurs pour les accompagner. C'est notre rôle, mais c'est le rôle aussi des fédérations professionnelles, pour essayer de les outiller et de réussir à se maintenir et à se développer. Donc il faut être performant économiquement. Aujourd'hui, on voit bien toutes les transformations, le problème de pouvoir d'achat, souhait des personnes de consommer autrement, différemment. On voit aussi tout l'engouement qu'il y a derrière le Made in France, la volonté d'agir local, de consommer local. Donc il faut que les commerçants qui ont cet ADN en eux... Et ce ne sont pas que de belles paroles, ça se traduit dans les faits, dans les ventes, dans les tiroirs caisses aussi des commerçants. Ah oui, non, mais toutes les études le montrent. Il y a un appétit pour, de toute façon, l'économie de proximité, pour le circuit court, pour le Made in France, pour l'action locale. Et donc les commerçants sont en première ligne de ce mouvement-là. Oui, Philippe Coy, c'est ce que vous vivez au quotidien, c'est votre combat aussi, quoi. C'est notre combat, la proximité, et je salue l'initiative réanimée, je dirais, par CCI France, de remettre le commerce au cœur du dispositif de la vie des concitoyens, parce que le commerce, c'est la vie. Je crois qu'ici, le Salon des maires, c'est les communes, petit point, heureusement, ce qu'on disait hier sur l'antenne. Mais le commerçant, c'est évident, c'est le bien vivre ensemble, c'est le lien social, c'est la proximité, c'est la rupture aussi du tout digital, alors qu'on a besoin de dialogue. S'il y a des fractures dans la société, elles peuvent se réparer dans nos commerces par un échange physique. Nous ne pouvons pas opposer, bien évidemment, le digital au physique. Faisons du digital. Parfois ça peut être complémentaire, quoi. Il ne faut pas s'opposer surtout, parce que la technologie, les nouvelles générations vivent avec le digital. Tiens, je voudrais vous poser une question un peu provoque d'ailleurs à ce sujet, Philippe Coy, parce que bien souvent on a dit les buralistes qui sont au coin de la rue là, ils vont pouvoir recevoir les colis et les redistribuer ensuite aux gens qui viendront. Est-ce que ça marche? Parce que j'ai vu quand même beaucoup de commerçants qui me disent attends, je passe un temps de dingue pour la distribution de ces colis et je ne gagne pas grand-chose. Alors, vous avez raison, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est un nouveau flux client. Le réseau des buralistes, c'est un commerce de flux, je rappelle, 10 millions de Français par jour. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait? On refuse le commerce digital et on n'offre pas le service du dernier kilomètre. Avec l'amplitude horaire qu'on connaît de notre réseau, je crois qu'on doit s'allier plutôt à ce commerce physique et ce commerce digital. Parce que le consommateur, de toute façon, c'est son choix. Si vous le refusez, vous vous privez d'une économie, vous vous privez d'un lien social avec eux. Oui, Anthony Valentini, c'est le défi justement, et à travers le trophée des commerçants que vous relancez, c'est ça, c'est de montrer l'importance. Oui, il y a les ventes sur Internet, mais il y a aussi ce commerce physique, quoi. Mais tout à fait, moi je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. L'enjeu, il est de surtout pas opposer, il est d'hybrider. Et le figital, c'est le mot, il est marrant. Alors, on dit quoi, le figital, c'est à la fois du physique et du digital. C'est du figital. Et donc ce mot, il est intéressant, mais il renvoie
une réalité qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui un commerçant qui ignorerait cette hybridation, il se met clairement en danger. Et même chose, des commerces sur le digital qui ne doivent pas ignorer les points de vente. Quoi, exactement. Aussi, hein. Et il en va vraiment de l'enjeu d'aménagement du territoire, de structuration du territoire et du lien social en fait. Merci. Et si je peux rajouter, on est obligé d'accompagner aussi nos commerçants indépendants parce que ces trophées du commerce, c'est tout simplement réunir le monde des indépendants qui, par son indépendance, peut s'isoler. Les chambres de commerce peuvent fédérer, les organisations professionnelles comme la Confédération sont là pour réunir, animer et fédérer des messages forts auprès des consommateurs, auprès des politiques également, et c'est pour ça que nous sommes ici, parce que le commerce c'est la vie, nous avons besoin de cette solidarité, c'est l'économie du quotidien, et comme je le dis pour le réseau des buralistes, nous sommes souvent les plus près des plus éloignés. Ben voilà, le commerce c'est la vie et nous sommes tous ensemble. Merci de nous avoir accueillis ici au Salon des maires. Je n'ai pas vu Michel Barnier, il a un petit peu de retard. On va se croiser tout à l'heure peut-être à la Confédération des buralistes et nous continuons d'en parler évidemment sur Sud Radio dans un instant. C'est Valérie Expert et Gilles Gansman.